Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, c'est la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Dalila et Chelsea mènent cette lutte depuis 3 ans avec talent et humour sur les réseaux sociaux. Elles sont les invitées du Grand Oral. L'Anti-Sèche des Mag-Essel. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes actu anniversaires et programmes d'art plastique et d'histoire aujourd'hui. C'est un 17 mai que l'immense peintre de la Renaissance Sandro Botticelli est mort. L'heure de la récré, toujours avec Emma, toujours sur TikTok et toujours avec Dalila et Chelsea, tant qu'à faire. Et puis rendez-vous avec le cours particulier de Marie-Olivier. On reste dans le thème de cette journée mondiale. Elle vous parlera des moyens pour lutter contre l'homophobie au collège et au lycée. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand oral. C'est aujourd'hui donc 17 mai, la journée internationale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et je crois qu'on a rajouté la biphobie cette année. Et à cette occasion, l'Éducation nationale lance une campagne axée, je cite, sur l'accueil des élèves LGBT+. Nos invités se sont justement connus et sont tombées amoureuses au lycée. 10 ans après, elles sont toujours ensemble et depuis 3 ans, elles partagent leur expérience sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok où elles ont 1,4 million d'abonnés. Dalila, Chelsea, bonjour. Bonjour. Je vais le faire dans l'ordre, hein. Dalila, Chelsea. On va commencer par y retourner au lycée, on va même retourner au collège si vous voulez bien, parce que vous en parlez et toutes les deux, vous n'avez pas du tout vécu le regard des autres sur qui vous étiez de la même façon. Alors peut-être aussi parce que le qui vous étiez, vous n'aviez pas une réponse totalement stabilisée de la même manière à ce moment-là. Exactement. C'est ça. Donc, moi, en tout cas, au collège, j'avais pas du tout dans l'idée de... Pour moi, la lesbienne, ça n'existait pas. Avant de rencontrer Chelsea, pour moi, ça n'existait pas. Je le savais, mais disons que c'était tabou de par mes origines, etc. Donc, j'en entendais pas vraiment parler. Et le jour où Chelsea, entre guillemets, a fait son coming out, c'est là que les questions sont arrivées, où je me suis posé des questions, etc. Mais elle n'a pas la... Ouais, voilà. Alors, on va faire la rencontre après, mais juste avant la rencontre, vous savez. Moi, je le savais, mais c'est vrai que j'ai mis du temps à percuter. Je me suis beaucoup posé de questions, savoir si c'était normal ce que je ressentais ou quoi. Et sachant qu'il n'y avait pas les mêmes... on n'avait pas de référence avant. On n'avait pas de personne à qui s'identifier. Donc, je me suis posé mes petites questions dans mon coin. Et puis ça s'est développé petit à petit. Enfin, j'ai répondu à mes questions petit à petit avec le temps. Dalila, vous l'avez déjà raconté, hein, mais quand vous dites « je ne savais pas ce que c'était que d'être lesbienne » ou ce que c'était qu'une lesbienne, et comme un certain nombre de vos camarades, voire comme une majorité, vous aviez une réaction d'opposition. Enfin, vous dites que vous avez lâché une fille qui est un... homophobe. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais, complètement. Au collège, en fait, quand elle m'a annoncé qu'elle aimait les femmes, pour moi, c'était pas possible. Alors, elle n'était pas Chelsea, hein, c'était une autre copine. Ouais. C'était pas Chelsea. J'ai vraiment mis une grande distance. T'as été réfractaire à l'idée. Et puis après, en rencontrant Chelsea, en fait, je me suis dit, mais c'est grave d'avoir réagi comme ça, surréagi comme ça, c'est grave. Bon, vous lui avez demandé pardon depuis sur les réseaux sociaux. Elle vous a répondu d'ailleurs, hein. Non. Non, mince alors, on relance un appel. Dalila est très ennuyée aujourd'hui, elle se rend compte. À ce moment-là, quand on est collégien, collégienne, on est sous l'influence des parents, de son éducation, vous l'avez dit, sous l'influence aussi des autres élèves. On l'a encore vu d'ailleurs récemment ici, c'est hyper normatif cet univers-là, beaucoup plus que le lycée d'ailleurs, hein. Qu'est-ce que l'éducation nationale aurait pu faire pour vous aider? Qu'est-ce que les adultes auraient pu faire pour vous aider? Moi, je pense que c'est dès l'entrée, en fait. C'est que, par exemple, quand on nous parle d'éducation sexuelle, il faut qu'on nous parle d'éducation sexuelle également pour les deux genres. Il faut qu'on le dise tout à fait normalement. La glace, il faut en parler normalement et le banaliser, en fait, si je puis dire. Est-ce qu'il y a des enseignants, des CPE, des surveillants, des personnels d'éducation qui se sont comportés d'une certaine façon avec vous? Alors là, pour le coup, un peu plus tard, une fois qu'éventuellement elles le savaient, et ils auraient quand même pu faire autrement. Moi, je pense qu'on m'a pas pris en considération avant la fac. Hein. Vraiment, hein. Genre, il a fallu vraiment attendre la fac pour qu'on s'intéresse à ma personne. En fait, c'est limite, on ne nous prend pas au sérieux. Ouais. On se cherche encore, donc on considère ça il faut que jeunesse se passe. Exactement, voilà. Ouais. On considère ça comme une phase et bon, on verra plus tard si tu y repenses dans quelques années, mais on n'y prête pas vraiment attention, en fait, je dirais. Votre rencontre, vous l'avez déjà raconté, hein, notamment sur TikTok, on trouve aussi la vidéo sur YouTube. C'est assez mignon d'ailleurs. Donc en fait, Dalila, vous voulez devenir copine avec Chelsea, oui, voilà, parce qu'elle est populaire quand même, il faut le dire. C'est vrai, c'est ça en plus. Ouais, j'avoue, ça s'est fait vraiment naturellement et spontanément. Moi, j'ai eu envie de lui dire que j'étais lesbienne sans devoir lui cacher ou m'inventer un copain ou voilà. Et puis aussi, j'avais une petite interrogation sur comment elle allait le prendre. Je savais pas, parce que c'est vrai que je pensais, étant jeune, que quand on disait à une fille, voilà, j'aime les filles, je suis lesbienne, automatiquement, elle pensait que... Mais tu pensais bien, hein. C'est pour ça que j'ai eu un petit peu... Elle a pris ça pour des avances directes, cash. C'est exactement ce qui s'est passé du coup et voilà où on en est aujourd'hui.
10 ans après le harcèlement, l'homophobie, vous les avez subis, vous continuez, parce qu'alors sur les réseaux sociaux, il y a le côté sympa, 1,4 million d'abonnés sur TikTok, voilà, mais environ, je crois, 10%, vous dites, de messages de haine, finalement. Oui, en soi, c'est vraiment une minorité, et c'est vrai qu'on c'est une minorité... Ouais, mais... C'est une grosse minorité. Oui, c'est une grosse minorité. On préfère se concentrer sur le positif plutôt que le négatif, et puis très, très clairement, ça ne nous atteint pas. Donc... Mais c'est triste, en fait, on ne peut pas le cacher, on sait que ça existe. Ouais, mais nous, on ne va pas le mettre en avant. On ne va jamais en parler parce qu'ils n'ont pas d'importance, en fait. Nous, ce qu'on veut mettre en avant, au contraire, c'est le fait de le banaliser. Donc ça serait leur donner trop de crédit, je pense, aux haters. Donc on les calcule pas. Et dans les messages, j'imagine, qui font le plus plaisir, c'est ceux de jeunes filles qui ont, grâce à vous, des modèles d'identification que vous-même, vous n'aviez pas il y a 10 ans. Exactement. Vraiment, c'est exactement ça. C'est pour ça que vous le faites, en fait. Ouais, c'est pour ça qu'on continue de le faire. Et qu'on n'arrête pas. Ouais, parce que vous aviez commencé pendant le Covid, c'est ça? C'est ça, ouais. Vous vous embêtiez, vous avez dit, tiens, on va cartonner sur les réseaux. En fait, on ne pensait pas que ça allait prendre autant d'ampleur. On ne pensait pas qu'on allait avoir autant de visibilité. Enfin, on pensait rien. On pensait vraiment pas que la vidéo allait dépasser plus de 10 vues. Enfin, on s'est vraiment amusé, et c'est vraiment le fait de banaliser et de ne pas penser au regard des gens qui a fonctionné, qui a pris... Et en fait, Pardon, allez-y. Quand on a réalisé que ça prenait de l'impact, en fait, sur la jeunesse, on s'est dit que ça serait bien de continuer, que ça serait cool pour eux. Exactement. Mais ce qui est en soi un message considérable quand vous parlez du regard des gens, parce que c'est un des problèmes majeurs qu'on doit régler quand on découvre qu'on n'est pas dans une majorité, j'allais dire. Pas dire une norme, je veux dire une majorité. Et oui. On s'embrassait pour rigoler et puis on est tombé amoureuse. Ça s'est fait hyper naturellement, on ne l'a pas vu venir, c'est ce qui est très beau. Vous l'avez raconté à Cosmopolitan. On vous retrouve, Dalila et Chelsea, juste après l'Anti-Sèche avec Emma. On va parler coming out après l'Anti-Sèche. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. Nous sommes donc le 17 mai, et le 17 mai, en 1510, disparaissait Sandro Botticelli, un des peintres italiens les plus importants de la Renaissance. Les programmes scolaires, évidemment, ne passent pas à côté. Et non, parce que la Renaissance est une période que l'on étudie en cours d'histoire, et on ne peut pas ne pas aller jeter un œil, voire carrément poser ses valises en Italie, chez nos voisins, puisque c'est là-bas que naît la Renaissance au XIVe siècle, avant de s'installer peu à peu en Europe. D'ailleurs, pourquoi dit-on Renaissance ? Eh bien, parce qu'on sort d'une période un peu dure, un peu sombre, qu'est le Moyen-Âge, et la Renaissance, c'est un renouveau culturel et intellectuel, et dans l'art plus particulièrement, c'est un retour vers l'héritage de l'Antiquité grecque et romaine, et Botticelli en est l'exemple parfait. Exemple parfait, exemple florentin, et Florence, c'est vraiment le berceau de la Renaissance. Coup de chance. Exactement. Tout à fait. Alors, comment ça se passait à l'époque? Pour pouvoir créer, les artistes devaient être soutenus par des mécènes. Ça n'a pas beaucoup changé. Voilà. Et Botticelli, lui, à l'époque, devient le petit protégé des Médicis, une des familles les plus riches d'Italie, originaire de Florence, justement. Et en plus d'être de riches banquiers, ils apportent leur soutien aux artistes. Alors, il y a Botticelli, mais il y a aussi Michel-Ange, Léonard de Vinci ou encore Raphaël. Et grâce à ces mécènes, ces artistes peuvent non seulement créer, mais aussi développer des techniques artistiques nouvelles. En ce qui concerne Botticelli, sa quête esthétique, c'est de mettre l'humain au centre de l'œuvre. C'est vraiment la Renaissance, hein, et notamment l'idée de l'idéal féminin. Exactement. Et là, je vous invite à regarder son tableau le plus célèbre, que j'ai trouvé dans tous les manuels d'histoire, bien sûr. C'est La naissance de Vénus, peinture qui date de 1485. Cette Vénus, déesse de la beauté et de l'amour, qui surgit de l'océan sur un coquillage. Chef-d'œuvre pour sa beauté, son élégance, son harmonie, avec ses proportions idéales. On est là dans l'esthétique pure de la Renaissance. Et aujourd'hui, on peut contempler cette œuvre à la Galerie des Offices à Florence. La condition de se lever tôt, si on ne veut pas faire la queue trop longtemps, et de réserver. C'est également un artiste de son temps, Botticelli, c'est du vécu, qui s'inscrit. Botticelli, un artiste qui s'inscrit dans un courant de pensée, qui est également le courant de pensée de la Renaissance, celui des humanistes. Exactement. En fait, l'être humain est vraiment au centre de l'œuvre, comme la Vénus qu'on vient de voir, tout en gardant le langage symbolique hérité de l'Antiquité. Donc, je vous parlais de la Vénus, mais c'est loin d'être le seul chef-d'œuvre de Botticelli. On peut citer le Printemps. Autre de ses œuvres très connues, on retrouve les références à la mythologie. Et alors, une chose qu'on connaît moins à son sujet, c'est qu'il a peint une fresque à la chapelle Sixtine. Alors, quand on pense à la chapelle Sixtine... On pense Michel-Ange. Exactement, on pense Michel-Ange. Et pourtant, Botticelli a participé aussi. C'est même là-bas que les choses sérieuses ont commencé pour lui, puisque c'est le pape de l'époque, le pape Sixte IV, qui appelle Botticelli sur le chantier. Et il y peint la tentation du Christ. Et c'était une manière de faire ses preuves auprès le pape.
Botticelli, carrière assez extraordinaire, mais qui va se finir un peu dans l'oubli. Bah ouais, les 15 dernières années de sa vie sont un peu compliquées. Déjà financièrement, le peintre rencontre des problèmes lorsque les Médicis sont renversés par les Français. S'ensuit une période d'instabilité politique qui prive Botticelli de financement. Les rapports avec les Médicis sont aussi troublés lorsque le peintre se rapproche trop de la religion, ce qui n'est pas du tout du goût de ses mécènes, et finit donc par ne plus travailler. Et il meurt à Florence en 1510, à l'âge de 65 ans, en laissant des chefs-d'œuvre quand même. En laissant quelques chefs-d'œuvre qu'on peut donc aller voir, et ça vaut le coup de se lever tôt et de réserver pour aller les voir en vrai. Merci beaucoup Emma, on se retrouve pour la récré. Avec grand plaisir. Grand oral, Dalila et Chelsea. En parler ou pas, faire son coming out, c'est le grand sujet quand on forme un couple homosexuel. Et si j'ai bien compris, c'est aussi le grand sujet d'une bonne partie de l'audience de Dalila et Chelsea sur les réseaux, puisque vous les retrouvez notamment sur Instagram, sur TikTok. Elles ont 1,4 million d'abonnés. Vous confirmez, c'est la question? C'est vrai, c'est la question. Et de toute façon, on leur a déjà dit un peu comment faire. C'est que ça dépend de chacun. Exactement. C'est pas une démarche obligatoire, c'est une démarche qui est propre à soi. Et voilà, faut pas se forcer, faut pas se mettre la pression. Et faut le faire comme on le sent. Ouais. On peut faire des coming out complets ou des coming out partiels, choisir à qui on parle. Exactement. Après, il y a aussi des coming out forcés, notamment dans le monde professionnel. Enfin, il y a vraiment différentes formes de Bizarrement, le coming out, il nous suit un petit peu dans toute notre vie. On est sans cesse obligé. Vous y êtes encore confronté? Non, maintenant c'est public, vous êtes sur les réseaux. Ah non, non. La dernière fois, c'était quand? C'était quand on cherchait un appartement. Ah oui. Parce qu'on a déménagé, du coup on est revenu sur Paris. Ah, c'est madame et madame? Ouais. Ou directement on nous demande, voilà, votre mari, votre conjoint, ou voilà, c'est pas encore... Donc sans cesse, on et là vous répondez? Rectifier. Mais on doit rectifier. Ma conjointe, exactement. C'est madame. Exactement. Donc ouais, non, je pense que ce sera tout le temps comme ça. À vous regarder, à vous lire aussi, puisque vous avez donné quelques entretiens, il y a une catégorie de personnes avec laquelle c'est quand même un peu plus compliqué, c'est les parents. Ouais. Et souvent les mères. Ou les pères, ça dépend. Non, ça Qu'est-ce que dépend. c'était? Les pères chez vous, je crois. Ouais. Chez nous, c'est les pères. Moi, pour ma part, mon papa est issu de la communauté musulmane, donc forcément, il y avait le côté religion derrière tout ça. Donc ça a été très mal pris. Après, bon, il y a de la tolérance quand même, donc je reste sa fille. Mais c'est quelque chose qui est encore tendu à l'heure actuelle. Vous n'en parlez pas en somme? Non, jamais. Moi, après, mon papa, j'ai plus de contact, donc voilà. Mais sinon, avec ma mère, ça s'est très bien passé. Ouais. J'ai pas eu de soucis, elle a très bien accepté, elle connaît Dalila, enfin il y a aucun souci. Les mamans c'est tranquille. Sa maman aussi d'ailleurs. Sa maman c'est ma maman, c'est sa maman. Il y a cool. Il y a pas de... Vous allez vous brouiller avec. Si ça marche dans les deux sens, ça fonctionne. Le premier conseil, en tout cas, c'est vraiment ça, c'est que c'est pas obligatoire. Ce qui est intéressant, c'est que vous donnez jamais de conseils péremptoires. Enfin, en tout cas, dans ce que j'ai regardé, il y en a peut-être caché dans d'autres vidéos, mais dans ce que j'ai vu, il n'y a pas de conseils péremptoires. Vous insistez beaucoup sur la liberté de chacun, sur le fait que les histoires, elles sont toutes très singulières. Il y a quand même un conseil que vous donnez, c'est pour le coming out, c'est de dire quand on est indépendante et qu'il ne peut plus y avoir de pression sur Bartois, c'est quand même un peu plus facile. Comme je disais tout à l'heure, en fait, on est plus crédible. Ouais. Quand on est jeune, voilà, si on fait son coming out à 14 ans, on n'est pas pris au sérieux, on n'est pas pris en compte. Donc attendre vraiment aussi d'être indépendant pour ne pas subir de représailles, ne pas être viré de chez soi, ne pas se retrouver complètement et indépendante sur tous les aspects, émotionnellement, peut-être même financièrement, avoir grandi un petit peu, pris en maturité pour pouvoir mieux rebondir si jamais ça se passe mal. Exactement. S'appuyer aussi sur des associations. En règle générale, il y a l'idée qu'il faut chercher des alliés. Oui, c'est vrai. Oui, il faut pouvoir, par exemple, nous, on sait que certaines personnes ont fait leur coming out auprès de nous, pour commencer, et se donner un peu de courage pour ensuite aller voir des personnes peut-être un peu plus proches, leur famille, leurs amis, etc. Donc oui, il faut avoir ce petit lien, avoir quelqu'un qui comprend en fait. Oui, ou faire par étapes, le faire d'abord à un ami, ou pas forcément direct à nos parents, à une tante, ou peu importe, pour essayer de se donner du courage et de l'annoncer à tout le monde au final. Et ouais. SOS Homophobie a rendu public, l'association, un certain nombre de chiffres comme chaque année à l'occasion de cette journée internationale. Stabilité des actes en général, mais une augmentation assez spectaculaire des agressions physiques, 28% de plus qu'en 2021, ce qui revient, je cite le document de SOS Homophobie, à une agression physique tous les 2 jours. Et les lieux publics sont un contexte privilégié, mais les cadres intimes, la famille, le voisinage viennent juste après. Ouais, c'est pas étonnant. Ouais, moi je comprends pas. Je comprends pas en 2023. En fait, c'est triste, mais je sais pas si vraiment c'est le cas, mais je pense, à mon sens, que les hommes seraient plus touchés
que les femmes, parce que malheureusement, les lesbiennes restent un fantasme dans l'imaginaire de certains. Voilà. Donc, je pense que quand même, les hommes ont plus de difficultés. Même, il y a beaucoup de transphobie aussi. Alors, la transphobie qui augmente, vous avez tout à fait raison. Alors, je cite là encore un extrait. Le nombre de cas reste faible, mais la progression est forte, puisque c'est là, non pas 28, mais 27%. Et déjà par rapport à l'année dernière, il y avait 35% d'augmentation par rapport à 2020. Donc, vous avez tout à fait raison. Ça se joue sur la transphobie en termes d'augmentation, de dynamique, même si ça reste minoritaire. Nous savons que par rapport aux élèves hétérosexuels, les élèves gays et lesbiennes ont 4 fois plus de risques de faire une tentative de suicide, quand c'est 11 fois de plus pour les jeunes transsexuels. Nous devons améliorer leur accueil en s'attaquant encore plus fortement aux situations de moquerie, de violence, de harcèlement. Fin de citation, c'est une citation très exacte, extraite d'un entretien donné par Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, à Tétu. C'était en février dernier. Il annonçait alors le lancement d'une campagne en faveur de l'accueil des élèves LGBT+, à l'occasion de cette journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Dalila Chelsea, on va continuer à en parler ensemble. Et puis sur les détails de ce qu'il y a dans cette journée, on en parlera en fin d'émission avec Marie-Olivier. Mais pour l'instant, c'est la récré. Et à l'heure de la récré, Emma, souvent on se balade sur TikTok. Ah oui. Là, franchement, l'embarras du choix. Beaucoup de travail, parce qu'il fallait choisir entre plein de vidéos très marrantes quand même. C'est un peu ça le problème avec elle. Une qui a le plus de vues. Alors évidemment, moi je vous suis sur TikTok et je tombe toujours sur vos vidéos. Je les adore. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est que, ok, vous revendiquez le fait d'être lesbienne, vous assumez, mais surtout, vous rendez ça complètement normal. C'est-à-dire que vous partagez votre quotidien, vos petites embrouilles, comme n'importe quel couple, et toujours avec une petite touche d'humour. On regarde. Et vous appelez sur School TV, forcément. Alors, j'ai pas tout mis, mais alors après 2,2 millions de vues, rien que juste pour cette vidéo. Et vous écrivez en légende True Love, vrai amour, hashtag couple. C'était aussi ça votre envie en fait de montrer qu'on traverse toutes et tous les mêmes choses quand on est en couple? Exactement. Oui. Qu'on soit lesbienne. Notre but, c'est vraiment de banaliser en fait le fait qu'on soit un couple de lesbiennes en fait. Enfin, c'est un couple comme tous les autres couples. Exactement. Voilà. On a nos ups, nos downs. On s'embrouille comme tout le monde. Enfin, je veux dire, c'est pas. Ah bon, non, je les hétérosexuels jamais. Alors, je ne comprends pas de quoi vous parlez. Exactement. Je pense qu'on a à peu près les mêmes problèmes. Mais bien sûr. Franchement. Bien sûr. Voilà, c'est vraiment notre but, genre banaliser. C'est la même chose. Et comment vous avez fait pour pas vous marier en tournant ça? Ah, c'est dur. Gros effort. On se regarde pas. Ah oui, c'est ça. Franchement, gros effort parce qu'on est vraiment bêtes en plus. On rigole pour si peu. C'est vrai. Mais vous faites beaucoup de vidéos justement où vous laissez les rires. Justement. C'est hyper marrant ça. Justement. Parce que des fois on n'arrive vraiment pas et on se dit bon bah tant qu'à faire. On va le mettre comme ça. Voilà. Bon, Emma, grande fan. Ah ouais, bah moi je suis toutes les vidéos, je les regarde, ça me fait marrer. Ouais. Merci beaucoup en tout cas pour cette sélection suite du grand oral d'Dalila et Chelsea. Si je rebondis sur ce que disait Emma à l'instant et ce que vous disiez, dans le filmer le quotidien, il y a aussi cette vidéo où vous filmez vos défauts, ce que vous jugez comme étant vos défauts physiques. Ah oui. Voilà, c'est un truc j'assume. Oui. Et tout ça à l'encontre de l'image parfaite, photoshopée. Voilà, c'est très important pour vous de faire ça, dans l'acceptation, il y a ça aussi. Exactement, parce que c'est vrai que nous-mêmes, on est utilisatrices des réseaux, et c'est vrai que quand on a une image trop parfaite, etc., c'est dur de s'identifier en fait. Donc, et c'est dur de la tenir même émotionnellement parlant. Et oui, et c'est dur de tenir une image tout le temps parfaite, ou tout le temps pimpée, où c'est quasiment impossible, ou alors ça doit être très stressant. Nous, on n'y arrive pas. Oui. Et on préfère être comme ça parce que c'est nous, quoi.
Et comme c'est les jeunes qui nous suivent aussi, autant leur ancrer ça dans la tête. Ouais, ça vrai. sert à rien, les filtres, les machins, il faut rester naturel et puis c'est comme ça qu'on est... En tout cas, moi, cette vidéo, j'ai bien aimé parce qu'elle fonctionne totalement avec votre discours sur l'acceptation de soi, de qui on est. Et voilà, donc ça passe aussi par ce rapport particulier aux rapports sociaux. Je ne l'ai pas encore dit, mais il faut le dire, les victimes d'actes homophobes ou transphobes sont confrontées au rejet à 75%, aux insultes 47% de leurs proches, respectivement à 75 et 47%. Il y a ensuite le harcèlement, et pas seulement donc le rejet des insultes, les menaces et les agressions physiques ou sexuelles. Ça, on en a déjà parlé, et ce sont des chiffres à peu près stables depuis l'année dernière dans le rapport de SOS Homophobie rendu public à l'occasion de cette journée mondiale internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Vous êtes rencontrés il y a 10 ans. Qu'est-ce qui a changé en 10 ans? Alors, je ne parle pas forcément entre vous, mais dans votre façon de vivre votre couple, dans votre façon de vivre le fait d'être lesbienne dans une société comme la nôtre. Alors, nous, on s'en est toujours un peu tapé du regard des gens. C'est Donc, vrai. on l'a toujours très bien vécu. On l'a pas pris en compte. Mais pour être honnête, là, après 10 ans, on voit bien qu'il y a plus de facilité quand même à assumer le fait d'être un couple homosexuel. Nous, bien qu'on le vivait normalement, c'est pas qu'on l'assumait pas, mais on n'allait pas aller voir les gens en disant on est lesbienne. On avait plus de pudeur. On avait moins facilité à le dire, à l'assumer. C'est vrai que maintenant, on a des facteurs entre guillemets qui peuvent nous aider. Par exemple, on voit plus de couples LGBTQ dans les séries. Ouais, sur Netflix. Il y a quelques pubs aussi à la télé qui passent. Je sais plus lesquelles, mais Amazon. ouais, voilà, vous avez des couples, enfin une Même pub sur Buck, totalement, récemment. des pubs totalement lambda. Donc c'est vrai que ça nous conforte parce que nous on avait pas tout ça. Et même Donc, des artistes, même dans la musique. Enfin, Exactement. c'est vraiment quelque chose où on a plus l'impression d'avoir notre place. C'est vrai. ça a quand même évolué. Ouais. Même si bon, il y a encore des lacunes, c'est vrai que comparé à il y a 10 ans, ça a énormément évolué. Ouais, c'est pas négligeable. Il y a beaucoup de militants LGBTQIA+, qui avouent une certaine fatigue parfois. Vous avez des coups de mou par moment par rapport à l'ampleur de la tâche finalement, parce que quand on voit les chiffres de SOS Homophobie, alors on peut se réjouir en disant que le verre est à moitié plein parce que ça ne s'est pas, à part sur les agressions, c'est pas aggravé considérablement par rapport à l'année dernière, mais enfin quand même ça reste très préoccupant. Oui. Des fois, on est fatigué, on se dit, on est quand même c'est en ça, 2023, en fait, on c'est est ça. encore de là. L'homophobie, c'est puni par la loi. On est en 2023, enfin, à un moment donné, c'est quand que ça rentre. C'est les gens, Très en clairement. fait, qui ont du mal à le Voilà, rentrer, c'est ça. Ouais, c'est... Mais vous tenez. Bah ouais. Nous, Qu'est-ce qui vous ouais, fait tenir la communauté? L'amour. C'est vrai. L'amour. Ouais. Exactement, nous, on n'a jamais vraiment pris en compte tout ce qui est regard des gens ou homophobie, donc très honnêtement, enfin, ça nous passe un petit peu au-dessus de la tête. Après, c'est vrai qu'on se sent concerné par rapport à des situations ou des cas qu'on peut constater chez les autres. Ça nous peine de constater encore tout ça, mais c'est vrai qu'entre nous... Ouais, puis on essaye de faire le maximum, mais en vrai, on essaye de rester vraiment un maximum positif. C'est Même ça. si on sait que, voilà, c'est pas encore ça. Au maximum, il faut montrer que ça avance quand même. Est-ce que vous vous sentez relié aux homosexuels et aux lesbiennes qui, dans les années 70, ont initié tous ces mouvements de combat, les ont théorisés? Vous vous y êtes intéressé? Complètement, parce que là, il y a des rôles modèles à aller chercher. Bien Oui, bah sûr. oui. Bah, en fait, on connaît l'histoire de base de la Pride en règle générale, et c'est pour ça que la Pride, on tient à y aller au moins une fois par an. Là, en ce moment, on essaie de se faire un petit peu toute la France. Pas toutes les Prides, mais je veux dire de bouger Ouais, d'année en année. Et non, c'est un truc on y va vraiment pour manifester. Donc, du coup, c'est vraiment quelque chose qu'on revendique. C'est comme la marche lesbienne. Je sais que c'était quelque chose qui n'existait pas à notre époque quand on était au lycée. Ça m'a fait C'est récent. plaisir de voir qu'en fait, il y avait vraiment une marche aussi priorisée pour les femmes lesbiennes. Donc, c'était cool. Et ça aussi, dès qu'on peut, en fait, on revendique tout ça. Vraiment. c'est important, il y a quand même des gens qui se sont battus, qui se sont fait arrêter, Ouais. qui se sont fait tuer. Enfin, Ouais. on s'imagine pas tout ça à notre époque, et c'est pour ça que c'est bien de faire perdurer tout ça, parce qu'il y a encore des agressions, il y a encore de l'homophobie, donc continuer à faire perdurer tout ça, c'est important. Porter le combat. Exactement. Donc c'est pas que de la rigolade avec des... C'est On le pas porte bouteilles ouais, d'eau on essaie d'apporter une petite touche positive, et puis c'est vrai qu'avec l'humour, il y a beaucoup plus de choses qui passent. On avait fait des vidéos sur comment ça s'appelle, des hétéros qui Ah oui. les homos qui parlent comme des hétéros. Si les homos parlaient comme des hétéros. Petite anecdote, tu t'en as pas une comme ça? Une phrase? Une phrase Ouais. J'aime bien quand vous faites l'émission, pour moi c'est un roman. Allez-y. Petite anecdote. par exemple, elle est habillée en bleu, voilà, et je vais lui dire, fais attention, t'es habillée en bleu, on pourrait croire que t'es hétéro. Ouais, ou des petits trucs comme petits ça. En trucs fait, comme ça, vraiment c'est- vous inverser. inversez le cliché. Exactement. Et on a eu beaucoup de retours qui disaient, putain,
mince, on se rendait pas compte que ça avait autant d'impact, etc. C'est vrai, quand on le voit dans l'autre sens, on réalise que c'est pas du tout normal. Énorme, exactement, d'avoir des questions assez intrusives. Plein de petits trucs comme ça, donc on essaye vraiment de dire que c'est le combat de la nouvelle génération, un peu TikTok, Instagram, les réseaux sociaux. Exactement. Combat dans lequel vous êtes aujourd'hui accompagné par l'Éducation nationale, c'est plutôt chouette. On va voir comment elle le fait avec Marie-Olivier dans quelques secondes. Emma, merci beaucoup. Merci. Marie-Olivier, cours particulier. Et en cette journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, on part explorer les actions de sensibilisation à l'école avec Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Cours particulier dédié à cette campagne de sensibilisation. Oui, exactement. Ce 17 mai, il y a une campagne de prévention et de sensibilisation qui vient de sortir, qui était annoncée par Papendial, vous l'avez dit, contre les LGBT+ phobie dans les collèges et les lycées, qui s'appelle « Ici, on peut être soi ». Et cette campagne, elle vient dans la lignée d'une autre campagne qui avait été lancée en 2019, « Collèges et lycées engagés contre l'homophobie et la transphobie, tous égaux, tous alliés ». Alors, elle consistait en quoi cette campagne ? Alors en fait, sur une page dédiée sur le site de l'Éducation nationale, on trouve des numéros utiles en cas de harcèlement pour les élèves et les établissements, des flyers à imprimer et à afficher dans les collèges et les lycées, mais aussi des guides d'accompagnement à la mise en place de cette campagne de sensibilisation ou à la gestion du mal-être des élèves. Cette prise en charge du mal-être a toute son importance après le suicide en début d'année de Lucas, 13 ans, victime de harcèlement scolaire et d'homophobie. Et oui, on s'en souvient, il y a justement des vidéos sur le site de l'Éducation nationale pour sensibiliser, pour trouver des solutions. Exactement. C'est quand même une grosse nouveauté, ça, par rapport à typiquement il y a 10 ans. Oui, complètement. Des vidéos qui sont tournées avec des lycéens, par exemple, qui se veulent vraiment porte-parole de la campagne et qui montrent que lutter contre l'homophobie à l'école peut fonctionner. Regardez Baptiste qui a mis en place avec des camarades un atelier dans un lycée. Au sein de mon lycée, on a porté un beau projet, un atelier donc, de lutte contre l'homophobie et la transphobie. C'est un atelier qui est porté par environ 40 élèves. Une des questions notamment qui est abordée, c'est de savoir si mes camarades, ont eu l'impression parfois d'avoir un comportement soit transphobe, soit homophobe. Bien sûr, la réponse elle est négative de la part de tout le monde. Et puis ensuite, on leur dit « Ah bon, alors vous avez jamais insulté une personne, vous avez jamais utilisé l'expression PD ?» Et là, tout le monde dit « Ah bah si, mais bon, ça c'est rien ». Nous, aujourd'hui, on a remarqué que cet atelier il avait vraiment une efficacité, qu'il impactait, notamment grâce à cette sensibilisation entre pairs, le fait qu'un élève vraiment parle directement à un autre élève, et aussi parce que là, c'est une thématique qui plaît et que beaucoup de personnes ont envie eux-mêmes de sensibiliser à leur tour. Marie, il y a aussi Hicham et Lilou, deux jeunes qu'on voit dans cette vidéo, qui parlent d'associations qui interviennent directement dans des établissements scolaires. Qui font-elles ? Exactement, il y a de nombreuses associations qui viennent sensibiliser, rappeler la loi et informer les élèves. Parmi les organismes qui sont partenaires de l'Éducation nationale, il y a Contact, c'est un réseau qui permet le dialogue et qui intervient en milieu scolaire afin de faire interagir les personnes LGBT et leurs proches. Le MAC Jeunes LGBT qui met aussi en place des interventions. 6 associations qui assurent un service d'écoute, la ligne Azur, ou encore SOS Homophobie qui soutient, prévient et informe contre la lesbophobie, la gayphobie, la biphobie et la transphobie. SOS Homophobie que j'ai déjà cité, qui publie des rapports chaque année sur cette question-là à l'occasion de la Journée internationale. Tout à fait. Ils font aussi d'ailleurs un site. Il y a un site qui s'appelle à destination des adolescentes et des adolescents sur l'orientation amoureuse et sexuelle. Ce site, il s'appelle C'est comme ça. Et en fait, il est divisé en 3 grandes sections. Vous le voyez à l'écran. Être LGBT+, avec une section Je me pose des questions, par exemple. Une autre sur la culture LGBT+. Et une dernière sur la LGBT+, phobie, avec une page Je tiens bon, qui donne des clés pour se sentir mieux mentalement ou encore connaître mieux ses droits. Et on y trouve aussi de nombreux témoignages. Super. Donc tout ça, c'est en ligne et dans les établissements, mais il y a aussi des ressources pédagogiques, il y a des films, je crois. Oui, il y a des projections débats qui peuvent être organisées dans les établissements scolaires. Sur le site, par exemple, est suggéré le film Coming Out, sorti en France en 2018. Et en fait, ce film, c'est un montage de 19 vidéos d'adolescents qui annoncent leur homosexualité à leurs proches à travers le monde. Et en fait, sur le site de l'Éducation nationale, il y a une fiche pédagogique qui est disponible pour les enseignants pour qu'ils puissent en discuter avec leurs élèves. Il y a aussi Une 54, qui est un autre film qui est suggéré pour combattre le harcèlement scolaire et l'homophobie, ou encore le film Rafiki, qui permet d'analyser les discriminations dont sont victimes les personnes LGBT. Donc il y a 3 épisodes documentaires aussi qui ont été tournés par l'association Contact, dont je vous parlais tout à l'heure, lors d'interventions dans des établissements scolaires il y a 3 temps. D'abord, elle entend alimenter les discussions sur les violences de genre, ensuite déconstruire les préjugés et enfin cultiver la solidarité et l'empathie. Merci beaucoup. C'est chouette tout ça. Vous en connaissez certains ? Vous avez vu certains de ces films ?
Pas spécialement. Fiki, parce qu'il Ouais. y avait eu une petite anecdote sur les réseaux sociaux comme quoi il y avait un lycée qui avait interdit la diffusion de ce film-là. Ouais. Donc du coup j'ai entendu parler de ce film-là, mais sinon c'est vrai que non, pas du tout. Mais c'est hyper intéressant, on ira checker. Bon, et allez, et on rajoute que vous vous abonnez à Dalila Chelsea, c'est le nom du compte à la fois sur Insta, sur TikTok. Marie, merci beaucoup. Dalila et Chelsea, merci mille fois de nous avoir rendu visite en cette journée particulière. On peut aussi vous inviter à d'autres journées en fait, parce qu'au fond il y a un petit côté, bon, mais en même temps c'est votre combat, donc c'est normal qu'on vous donne la parole à ce moment-là. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission Taesaya de maquillage, Marine Plantec pour la préparation de l'émission, assistée par Emma Frari, Héloïse Merlin pour le son, Xavier Sanchez pour la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez sur Internet et sur les réseaux sociaux.